pas dire GoLock. GoLock, oui. Oui, absolument. Parfait. Ça ici, c'est le bouton vert pour avancer. C'est parfait. Alors, je vous invite à vous asseoir. On va poursuivre immédiatement avec la présentation de M. Simon Mercier. Alors, je vais vous présenter brièvement une petite biographie de M. Mercier, qui est consultant en géomatique pour M Géospatial. Alors, diplômé en géomatique au Collège de Limoilou en 1994, M. Mercier est embauché ensuite par la Financière agricole du Québec pour la production de plans de ferme. Promu analyste en géomatique en 2000, il entreprend un mandat de la conception d'un système transactionnel de mesurage des terres agricoles assisté par ordinateur. En 2007, il passe au ministère de la Sécurité publique afin de participer à l'implantation d'une infrastructure technologique qui respecte les standards OGC et participer activement à la conception du GoLock, je voudrais dire, utilisé par les Centres 911. Désirant relever de nouveaux défis et soucieux d'offrir un service conseil de qualité spécialisé dans les standards OGC, M. Mercier fonde M Géospatial en janvier 2011. Il participe depuis à l'élaboration de projets de toute envergure par l'utilisation de méthodologies de développement de systèmes modernes, durables et novatrices, tout en respectant les besoins de ses clients. Alors, M. Mercier va vous présenter une présentation que vous avez déjà à l'écran, comparatif entre certains entrepôts de données géospatiales. C'est à vous, M. Mercier. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. J'ai choisi de faire une présentation sur les bases de données puisque j'ai beaucoup travaillé avec les bases de données. C'est un sujet qui est très vaste, donc je trouvais ça un petit peu énervant de finir la présentation. Il a fallu que je travaille beaucoup. Je me suis rendu compte qu'il y avait bien des petites choses que j'avais pas assez approfondies. Par contre, j'ai fait, je pense, un bon résumé de ce que je voulais vous présenter. J'ai juste 20 minutes, donc je vais quand même y aller assez rapidement. Par bout, c'est assez technique. Mais si jamais vous avez des questions, vous viendrez me voir, on pourra en discuter. Je suis très disponible. J'ai fait une transformation de la présentation en un autre format. Ça se peut qu'il y ait des petits décalages dans l'affichage, là, mais la présentation est disponible sur mon site web. Si jamais vous voulez la consulter rapidement, elle est disponible et à jour sur mon site web. Donc, où sont vos données? Souvent, on travaille dans une organisation, on travaille soit dans un logiciel bureautique en SIG, on ne sait pas toujours, on travaille avec des fichiers, on travaille avec des bases de données. Vous avez peut-être eu à travailler avec des entrepôts de données. Excusez. Vous avez peut-être eu à travailler avec des entrepôts de données. Souvent, on se travaille toujours en fichier et ce n'est qu'à la fin d'un processus qu'on envoie les données sur un entrepôt pour qu'elles soient réutilisées par d'autres systèmes. Donc, est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont déjà travaillé directement dans un entrepôt de données pour construire des requêtes SQL? Donc, on n'en a pas beaucoup. C'est normal, c'est un domaine qui est assez technique. Donc, ça me place un peu dans l'auditoire. Je vais quand même vous faire un exposé sur le sujet. La base de données est vraiment le centre de votre univers géospatial. On entrepose les données sur une base de données serveur et ensuite on construit autour de ces données-là un ensemble de services, souvent qu'on va essayer de construire OGC le plus possible. Donc, j'ai mis l'image surtout pour mettre en lien l'importance de votre entrepôt de données versus tous les services qui seront construits autour de cet entrepôt. J'en ai mis quelques-uns, j'aurais pu en mettre une trentaine, mais c'est les services souvent OGC qu'on utilise le plus souvent autour de nos applications. Je voulais aussi revenir un petit peu sur l'histoire. J'ai sorti quelques dates importantes. On voit un petit peu là. Les dates importantes où l'aventure des entrepôts de données ont commencé. En 1970, chez IBM, on a commencé à faire des recherches sur un système R. À l'époque, on appelait le système R. Donc, c'est des travaux de recherche qui ont débuté dans les années 70 chez IBM. Et puis, si on veut, la traque IBM s'est poursuivie sur plusieurs années. On a eu le logiciel Informix qui est sorti dans les années 80. Et ensuite, différentes déclinaisons. On a eu le DB2, Système 38, etc., etc.
Par la suite, j'ai pas focusé sur cette track-là puisque c'était pas nécessairement la plateforme de base de données que j'ai étudiée dans cette présentation. Je suis allé ensuite voir qu'est-ce qui s'est passé avec le logiciel Sybase et PostgreSQL. Dans les années 74 et 80, on a travaillé à l'Université de Californie à construire un projet qui s'appelait Ingress à l'époque. Ce projet-là a été vraiment novateur. C'est à partir de ce moment-là qu'on a construit. Il y a 3 plateformes logicielles qui sont apparues. Soit Sybase, qui n'est pas directement relié à Ingress, mais qui est apparu à peu près dans les mêmes années. Les travaux ont commencé un peu avec la même équipe technique. Ensuite, Ingress a poursuivi son histoire avec différentes compagnies. Aujourd'hui, la compagnie s'appelle Ingress Corp. Et la plateforme PostgreSQL a été réécrite à peu près dans les années 85 par quelqu'un qui a fondé le projet Ingress à l'Université de Berkeley. Tout ça s'est passé à Berkeley, près de l'université. Ça a été un endroit où s'est passé beaucoup de choses dans ces années-là. J'ai sorti les dates d'Oracle juste pour le plaisir. M. Ellison, qui est fondateur d'Oracle, a commencé ses travaux en 1977. C'était le fun de voir que c'était en 82 qui a transformé sa compagnie pour l'appeler Oracle. On ne voit pas beaucoup, là, mais il y a eu une association qui s'est faite entre Microsoft et Sybase. Je vais quand même y aller assez rapidement. Mais en 85, il y a eu une session entre les deux. Le partenariat a été rompu et Microsoft a poursuivi son développement jusqu'à aujourd'hui, soit en 2011, avec le produit SQL Server 2011, qui n'est pas encore sur le marché, mais qui va sortir bientôt, qui a eu beaucoup d'updates dans le projet. Sybase a continué ses travaux de son côté avec une plateforme qui s'appelle Adaptive Server. Donc, c'est un produit qui est intéressant, mais pas à l'étude pour l'instant. Avec PostgreSQL, bon, il y a eu un développement important que j'appellerais en 2001 où des travaux ont été réalisés dans différents ministères en Colombie-Britannique. Ça a amené à la création de l'extension spatiale dans PostgreSQL. C'est une extension spatiale qui a continué ses avancées jusqu'à aujourd'hui avec la version 2.0 qui va sortir bientôt d'ailleurs. Et pour ce qui est d'Oracle Spatial, j'ai sorti la date de 92. À cette époque, c'est des travaux qui ont eu à Pêche et Océan Canada, qui ont permis de construire une extension spatiale dans le produit. Donc, aujourd'hui, on est rendu à Oracle 11G. Je reviens rapidement, évidemment, tout le monde sait, le tabulaire, point ligne, polygone, dans un shapefile, dans un tab. Dans une base de données, c'est la même chose. Par contre, ce qui est intéressant dans la base de données, vous allez pouvoir stocker plus d'une géométrie, un point, une ligne, une polygone. Par exemple, un bâtiment va devenir une ligne, va devenir un point à différentes échelles. Ça peut être une astuce qui est très intéressante. J'ai perdu une image. Dans la base de données, évidemment, on peut avoir multipoints, multilignes, multipolygones. Mais aussi, on pourrait avoir des collections de géométrie. C'est assez particulier. C'est plutôt rare qu'on utilise ça, mais dans une même ligne, on peut avoir tout plein de géométrie. Pour faire une représentation cartographique assez simple, mais peu utilisée. Je ne l'ai jamais fait. Je voulais quand même vous avertir, là, pour ce qui va suivre dans les comparatifs, il y a différentes plateformes technologiques, bureautiques, lorsqu'ils stockent les informations géométriques sur la base de données, vont y aller avec leur propre format. Si on veut avoir accès à des requêtes spatiales natives, il faut utiliser le format natif des plateformes, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour ce qui est des OS, là où on peut, je vais y aller en vrac là, avec plusieurs slides comparatives. Évidemment, Microsoft va s'installer sur Windows, un peu normal. Pour ce qui est de PostgreSQL, s'installe sur presque toutes les plateformes. J'ai marqué Windows 32 bits. Il y a une petite subtilité avec Windows 64 bits, ne fonctionne pas encore. Pour ce qui est d'Oracle, évidemment aussi s'installe sur vraiment toutes les plateformes serveurs. J'ai sorti des versions gratuites qui pourraient être intéressantes. Avec SQL Server, on peut travailler sur une version gratuite. C'est assez limité. Un CPU, 10 GB avec la version SQL Server AR2. Sinon, ça va être 4 GB d'espace disque. Pour ce qui est de PostgreSQL, c'est illimité. Évidemment, c'est un produit open source. Pour ce qui est d'Oracle, on peut avoir une version gratuite. Peut-être peu d'entre nous l'ont déjà vu sur le serveur, mais on peut la télécharger. Ça nous limite à un CPU d'utilisation avec un espace de 4 GB, 1 GB de RAM. C'est assez limité, mais ça permet quand même de faire des tests, des travaux. Fun de voir les fonctions à peu près qui sont disponibles dans chacune des plateformes.
On a la version avec SQL Server, à peu près 70 fonctionnalités requêtes qui sont possibles à faire sur le serveur. Pour ce qui est de PostgreSQL, on a environ 300 fonctions spatiales qui sont disponibles et Oracle, plus de 400. En fait, c'est un approximé, plus de 400, mais il y a tellement d'extensions qui ont été faites avec Oracle Spatial que maintenant, les fonctions sont multipliées de façon assez importante. Des logiciels bureautiques, j'en ai sorti une liste rapidement, juste pour illustrer que finalement, lorsqu'on est avec SQL Server, on peut utiliser ce type de produits-là, Esri, Minifold, CalCorp, AutoCAD. Généralement, je dirais que la majorité des plateformes bureautiques qu'on va utiliser supportent les plateformes logicielles qu'on a choisies. Pour ce qui est du open source, Oracle supporte la majorité des projets open source avec une extension. Souvent, il faut installer sur le logiciel une petite extension qui nous permet d'avoir le driver pour se connecter. Logiciel de chargement, j'en ai sorti aussi une liste. Pour ce qui est de SQL Server, il y a un produit qu'on peut télécharger qui est gratuit. J'ai mis le lien, on le voit très mal, mais c'est un produit qui est disponible, qu'on peut télécharger, qui fonctionne bien. J'ai vu de bons commentaires, je ne l'ai pas essayé par contre. J'attire votre attention aussi sur GeoKettle. Je l'ai placé sur PostGIS, Oracle Spatial. Pour ce qui est de Microsoft SQL Server, on a trouvé une astuce hier, moi et Jean, pour faire du chargement avec l'outil. Il ne supporte pas directement le chargement dans SQL Server, mais on peut faire une transformation intermédiaire pour le supporter. SQLMM, ça c'est intéressant, c'est un standard qui est utilisé pas énormément, mais c'est assez nouveau. C'est un standard qui permet d'écrire des requêtes, là, comme on voit la requête en bas ici. Là. Le ST transforme Geom et la projection versus la table. On peut prendre cette requête-là, on va la passer à n'importe quelle des trois plateformes et ça va être supporté. Pour ce qui est de SQL Server, ce n'est pas encore supporté. Par contre, on a un format d'écriture de requête qui s'appelle TSQL, qui est un peu particulier, mais qui est compatible avec Sybase et SQL Server. Je pense que j'ai une requête un petit peu plus loin où on va le voir, la comparaison entre les trois langages. J'ai sorti aussi, pour ce qui est des index spatiaux sur les trois plateformes, c'est intéressant de voir que SQL Server ne supporte que l'index B-Tree, qui était la première déclinaison de l'algorithme, qui fonctionne bien, mais qui parfois va limiter le développement de certaines fonctionnalités. Pour ce qui est de PostGIS, c'est Oracle utilise aussi tous les deux par défaut l'Oracle R-Tree, qui est vraiment l'index R-Tree, qui est une façon de faire. Cet index-là est simple et facile à construire. On n'a pas besoin de le paramétrer. Il est auto-configurable. Donc ça, c'est intéressant. Parfois, dans Oracle Spatial, on a de la misère à charger des données avec l'index R-Tree qui est un peu plus sensible. À ce moment-là, on peut utiliser QuadTree, qui est l'ancien index, qui est encore disponible sur Oracle. Donc, avec cet index-là, on peut généralement régler nos problèmes si on n'est pas capable de faire création d'index avec R-Tree. Pour ce qui est des types de données géospatiaux, vous voyez, j'en ai fait une liste assez rapide. J'apporte votre attention sur la courbe peut-être et le 3D. Pour ce qui est des SQL Server, c'est pas supporté. La courbe est supportée dans PostGIS et aussi dans Oracle. Pour ce qui est du raster, c'est supporté dans Oracle, mais pour ce qui est du raster dans PostGIS, justement, mon collègue Pierre Racine à côté dans l'autre salle est en train de présenter son extension. Ils ont une extension qui s'en vient pour supporter le raster dans PostGIS. À la version 2.0, je pense, ça va être disponible. Les trois plateformes supportent le calcul natif sur l'ellipsoïde. Ça, c'est intéressant. Ça va nous permettre de faire des longs cours, de calculer des distances qui sont plus justes. Par contre, évidemment, lorsqu'on lance ce genre de requête sur le serveur, c'est beaucoup plus lent. L'exécution, le calcul mathématique est beaucoup plus intense. Mais les trois plateformes le supportent. Je vais y aller très rapidement. Cette partie-là, j'ai passé rapidement parce que je me suis rendu compte qu'à peu près toutes les plateformes, toutes les solutions web vont faire la job pour ce qui est des solutions de base de données versus les solutions web. PostGIS avec MapXstream, j'avais un questionnement, j'étais pour écrire une question, mais j'ai complètement oublié d'avoir la réponse, donc je peux pas, j'ai laissé un point d'interrogation. Ça sera à préciser, je vais le faire plus tard.
Performance. Je ne sais pas si vous attendiez que je vous fasse un comparatif de performance sur les bases de données, mais la réponse est non. Premièrement, je n'ai pas le droit. Deuxièmement, c'est extrêmement périlleux faire des comparaisons de performance sur les bases de données. Il faut vraiment être ferré, connaître aussi toutes les subtilités de configuration. Je ne me serais jamais lancé dans l'opération. Quoique j'aimerais beaucoup faire des comparatifs pour moi-même avec différentes fonctionnalités, mais je ne l'ai jamais fait. J'ai sorti d'ailleurs aussi les 2 notes dans les licences pour qu'ils nous disent très clairement qu'on ne peut pas faire des requêtes ni avec Oracle ni avec Microsoft. En fait, on peut le faire, mais pas diffuser les résultats. Justement, les 3 requêtes, c'est un peu plus technique, là, mais les trois formes d'écriture sont ici. Là, vous voyez, j'ai mis la partie d'en haut, c'est SQL Server. Donc, on voit que le TSQL, le mode transactionnel procédural est un peu différent. Par bout, en tout cas, je sais pas, j'ai pas travaillé beaucoup avec ce format-là, c'est pas très chic, mais c'est moins standard aussi, c'est ce que j'aime pas vraiment. Souvent, là, on a des programmeurs qui vont travailler avec différentes plateformes, SQL Server ou MySQL ou Postgres. Donc, à ce moment-là, c'est plus la forme, la deuxième, là, le select versus le where, etc., etc. Dans cette requête-là, ici, c'est une requête d'intersection, une requête spatiale. Je vais vous dire que la dernière requête ne fonctionne pas. Il y a une erreur dedans. Donc, ça aussi, ce sera une petite correction que je vais faire. Mais l'écriture ressemble pas mal à ça. C'est juste que la clause where qu'on voit en bas, c'est la façon de faire une requête SQL intersect avec Oracle. La méthode ou la fonctionnalité est très performante parce qu'on peut faire beaucoup de configurations avec la requête d'intersection, mais effectivement elle est plus longue à écrire, en tout cas elle est un petit peu plus compliquée à driver. J'ai mis le polygone ici du réservoir Canapsicos juste parce que je voulais faire un test. C'est un cas limite, le réservoir Canapsicos, ça n'a pas de bon sens, on ne voit pas le chiffre là, au complet, mais c'est 7865 polygones qu'on a dans cette géométrie-là. C'est énorme, ça a 96 MB, juste la géométrie dans un shapefile. J'ai fait des tests pour le charger dans Oracle. J'ai été capable avec le format SDE d'Esri. Pour ce qui est de Oracle, j'ai pas été capable. Je ne sais pas si c'est le paramétrage de ma version d'Oracle ou c'est vraiment parce qu'Oracle n'est pas capable de supporter un si gros polygone. Ce que j'avais eu comme information aussi au NRNF, on avait beaucoup de difficultés. J'ai pas reparlé avec Carl, je ne sais pas s'il est là. Pour ce qui est de PostGIS, j'ai été capable de charger sans problème. En fait, j'ai passé par OGR, j'ai fait le chargement du polygone, ça a très bien fonctionné. Il est indexé, puis à ce moment-là, dans une version au moins, on peut l'utiliser nativement avec ArcESRI, par exemple, avec ArcSDE, et toutes les autres plateformes. Pour ce qui est de SQL Server, j'ai pas eu le temps, malheureusement, mais c'est certain que je vais l'essayer, puis je ferai un post sur mon blog à ce moment-là. Je le notifierai parce que là, j'ai vraiment pas eu le temps, mais je suis pas certain que ça va fonctionner. C'est quand même beaucoup, là. On parle de 1 300 000 points, là. C'est un nombre, au niveau de l'île. J'ai apporté aussi une subtilité. Combien de temps? 2 minutes. Je vais y aller rapidement sur Oracle Spatial versus Oracle Locator. Il y a une différence ici qui est au niveau des licences. C'est assez subtil. En fait, lorsqu'on utilise Oracle Spatial, on a accès à toutes les fonctionnalités sur Oracle Spatial. Il n'y a pas c'est une licence morale. À cause que c'est une licence morale, toutes les fonctionnalités sont là. Par contre, si on veut utiliser Oracle Spatial, normalement, on devrait payer la licence. Oracle Locator arrive par défaut avec Oracle. Donc, on a accès au type SDO géométrie. On va avoir accès à des fonctionnalités d'indexation, certaines requêtes. Par contre, des requêtes intersectes, comme j'ai montré tantôt, des requêtes union, etc. On n'a pas le droit de les prendre. Ensuite, on a certaines fonctionnalités de système de projection qu'on peut utiliser, des fonctionnalités de paramétrage. Ça, c'est intéressant, mais ça arrive de base avec Oracle. Oracle Spatial, on a accès à des fonctionnalités SDO, Relate, Difference, Intersection, Union. C'est vraiment la subtilité entre les deux. Par la suite, bon, c'est toutes les options avancées d'Oracle, comme la LRS, data mining, GeoRaster, topologie, etc. C'est plus des fonctionnalités avancées qu'on va moins utiliser, mais qui sont vraiment intéressantes pour faire la géométrie assez avancée sur la base de données.
J'ai sorti deux comparatifs. Là, on voit, j'ai mis un lien en bas, Spatial Advisor, qui est un king Oracle, Oracle Spatial. C'est vraiment intéressant. Sur son site, on a énormément d'informations. On voit deux requêtes, une requête qui est illégale, une requête qui est légale par la suite. Donc, c'est assez drôle. Il a fait un post, là, je les ai simplement répliqués ici. On peut s'en sortir parfois, mais pas toujours. C'est pas toujours possible. En résumé, je vais y aller rapidement. Avec SQL Server, ce qu'on peut voir, c'est lorsque vous êtes dans un environnement Windows serveur, que vous utilisez SharePoint, .NET, IIS, ça va bien. SQL Server est un produit qui est intéressant. Je dirais que si vous voulez le brancher sur une suite bureautique et puis vous restez, autrement dit, vous allez utiliser SQL Server comme un contenant, ça va bien. Si on veut le réutiliser l'information, soit par requête ou soit par différents services, ça peut être un peu plus ardu, mais généralement, si on s'en tient à un contenant, ça va bien. J'ai sorti quelques points. SQL Server est très facile à administrer. Il y a quand même un coût là, assez élevé. Va vous demander un serveur aussi plus puissant, avec plus de ressources. Mais ça reste quand même un bon choix là, lorsqu'on a un environnement Windows complet. Pour ce qui est de PostGIS, je l'ai sorti comme étant vraiment idéal pour un environnement SDI. C'est-à-dire qu'il peut s'installer facilement sur toutes les plateformes. Il est facile à administrer, il supporte énormément de langages de programmation. Et sur les plateformes aussi, il s'installe très bien. J'aime beaucoup cette solution-là parce qu'elle est flexible. Donc, aussi programmer des fonctionnalités spatiales dans un environnement PostGIS, c'est vraiment intéressant. La programmation est plus facile et plus simple. Et puis, il est super performant. Si jamais vous avez eu la chance de l'essayer, on peut faire des chargements, on peut faire des requêtes spatiales à une vitesse assez impressionnante. J'ai déjà fait le transfert d'Oracle vers PostGIS dans une grande organisation, un MSP. Puis ça a vraiment bien été. On a été capable de faire un transfert qui était très efficace. Pour ce qui est d'Oracle, évidemment, c'est la solution béton. On retrouve tout dans Oracle avec le spatial. C'est sûr que c'est un peu plus cher lorsque vous êtes dans une grande organisation et que vous avez accès à des ressources pour la gestion, l'installation, l'entretien. C'est important. Ça prend des professionnels qui juste pour l'entretien du serveur, contrairement à PostGIS où on peut faire un entretien vraiment minimal. Oracle en demande un petit peu plus, mais il va vous en donner plus. Les plateformes sont extrêmement robustes aussi. Le budget R&D d'Oracle est assez important, donc aussi ça nous assure d'avoir un bon suivi dans les années. C'est intéressant le nombre de fonctionnalités, le nombre de produits qui sont offerts maintenant chez Oracle, c'est assez impressionnant. Je vous dirais même que dans la version 11, maintenant, on supporte le WMS et le WFS nativement dans la Oracle Enterprise Server. Ça peut être intéressant, mais encore là, c'est une grosse bébite, c'est un gros serveur. Ça prend un environnement assez costaud. Je n'ai pas eu la chance de l'essayer, mais c'est une chose qui est possible. Donc, ça fait le tour. J'ai fait pas mal le tour de la présentation. J'espère que vous avez apprécié. Elle est disponible, la présentation, sur mon site, sur mon serveur, site web. Donc, si jamais vous voulez la consulter, pas de problème, ça me fera plaisir. Merci beaucoup. On aurait une petite place pour une question. Est-ce qu'il y a des courageux qui se présentent au micro? Oui, allez-y, monsieur. Concernant Microsoft SQL Server, pour l'instant j'ai l'impression qu'il a comme une coche de retard étant donné qu'il est un peu plus jeune. Puis tu disais que pour l'instant la norme SQLMM n'était pas supportée pour les ST géométrie, les ST intersect et compagnie. Est-ce que dans la version de 2011 ça va être intégré? Et puis en règle générale, est-ce qu'il y a comme un roadmap de la version 2011 pour savoir ce qui va être apporté comme modification? Le roadmap, je l'ai trouvé sur Internet dernièrement. Il y a beaucoup de fonctionnalités, mais dans le back-end qui ont été apportées à la plateforme. Pour ce qui est SQLLM, je ne l'ai pas vu dans la doc que j'ai regardé. Peut-être qu'elle va l'être, mais je ne l'ai pas remarqué. Il faudrait que j'y revienne. Pour ce qui est d'Oracle, une petite subtilité, il faut utiliser un type géométrique ST géométrie pour avoir accès à ce type de requête. Nativement, Oracle ne supporte pas non plus le format MM. Il faut vraiment utiliser un format ST Geometry sur Oracle lorsqu'on construit des tables. Mais pour ce qui est de Microsoft SQL Server 2011, je ne pourrais pas te dire, mais certainement que je vais y jeter un œil dans ma doc, puis je pourrais t'envoyer la cote si je la trouve. Merci beaucoup. D'autres questions? Non, je vous remercie, monsieur. Merci. On sent votre
passion pour les requêtes spatiales et votre dévouement pour le dossier. Alors, merci pour ce comparatif. On va passer... Merci, oui.